Merci d'être venu à ce Doc Café, ce nouveau Doc Café en fait organisé par l'Université de Liège. Un rendez-vous donc proposé par notre université pour permettre au public de dialoguer avec des chercheurs, des professeurs de l'ULG autour d'une thématique. Alors le principe reste toujours le même, d'accueillir des regards différents, mais complémentaires, de scientifiques, de chercheurs, et d'échanger avec vous, avec la salle, après quelques minutes d'introduction. Alors le rendez-vous de ce soir s'inscrit en préambule au Printemps des Sciences, qui, comme chaque année depuis maintenant plus de 10 ans, va arriver, et c'est la plus grande semaine de sensibilisation aux sciences en Belgique francophone. Je pense d'ailleurs que vous avez reçu, vous pouvez vous procurer un folder, un flyer qui vous donnera quelques informations sur à la fois ce Printemps des Sciences et d'autres activités de sensibilisation aux sciences. Le thème cette année, c'est l'alimentation, et de très nombreuses activités seront proposées dans quelques jours pour un public curieux, familial. Je vous donne rendez-vous en fait à l'Institut de zoologie à Liège. Vous connaissez le bâtiment, c'est en fait l'aquarium au quai Van Beneden. Le samedi 19, le dimanche 20 mars, il y aura là plus de 20 ateliers, plus d'une centaine de chercheurs, scientifiques, experts, pour pouvoir décortiquer l'alimentation sous tous ses aspects. Et si je puis dire, il y aura à boire et à manger pour tout le monde, en tout cas pour tous les curieux. Ce soir, le débat va être passionnant. Nous allons parler de la viande, avec ce titre un peu énigmatique, question de vie au pluriel et de mort au pluriel. Question de vie. Nous mangeons de la viande pour vivre, nous apporter des protéines, de l'énergie nécessaire à notre subsistance. Peut-on s'en passer? L'homme a-t-il toujours mangé de la viande? Quelle place la viande a-t-elle dans les grandes peurs alimentaires qui jalonnent notre histoire? Quelle est la place de la viande dans l'histoire du goût, des habitudes alimentaires au cours des âges? Que dit de nos sociétés la consommation de viande? Que mange-t-on comme viande? Toutes les viandes, c'est-à-dire tous les animaux? Pourquoi dans certaines sociétés la consommation de telle viande en particulier est frappée d'interdit? Voilà déjà une série de questions. Mais ce n'est pas tout, il y en aura d'autres. Questions de mort aussi, a-t-on dit. Nous ne mangeons pas de la viande, nous mangeons des cadavres, des animaux morts, des muscles, des tendons, de la chair. Tout de suite, c'est un peu moins appétissant. Et pourtant, on en mange de la viande, et même beaucoup. 60 milliards d'animaux par an, 1900 animaux par seconde sur toute la planète, 280 milliards de kilos chaque année. Chez nous, chaque habitant mange en moyenne plus de 200 grammes de viande sous des formes diverses par jour, c'est-à-dire 90 kilos ici. Aux États-Unis, c'est plus. En Inde, c'est beaucoup moins. Et dans bon nombre de pays en voie de développement, la ration alimentaire tombe à moins de 50 grammes, voire encore davantage moins. Si on ajoute les animaux marins et les poissons, on arrive à 140-150 milliards d'animaux qui terminent chaque année dans nos estomacs. Si la consommation de viande dans certains de nos pays développés tend plutôt à stagner ces dernières années, la FAO, par contre, estime que nous passerons de 60 milliards d'animaux consommés à 110, 140 d'ici à 2050, et je ne parle pas des poissons. Alors oui, la mort animale est aussi une question pour l'homme. Nos animaux ne sont-ils plus que des protéines sur pattes, surexploitées pour satisfaire nos besoins alimentaires, alors que la population mondiale ne cesse de croître? N'avons-nous pas perdu le contact avec l'animal mort que nous consommons? Sommes-nous bien conscients et nous préoccupons-nous assez des conditions d'élevage, de transport et bien sûr grand débat d'abattage des animaux? Pour certains, la question est réglée. Ils ne consomment plus d'animaux, produits dérivés de l'animal. Et on pourra revenir avec nos invités sur les questions du végétarisme, du végétalisme, du véganisme. Mais il y a encore bien d'autres questions. Manger de la viande crue ou cuite? Rouge ou blanche? Et toutes les sources de protéines se valent-elles? En les digérant, est-ce qu'elles nous apportent toutes les mêmes valeurs nutritives? C'est une question qui semble se poser pour la consommation d'insectes, par exemple. Et quid du bien-être animal dans nos méthodes d'abattage?
C'est là que l'éthique n'est pas loin, bien entendu. Tuer un animal, est-ce tuer un être conscient, sensible? Les animaux ont-ils des droits? Est-ce moralement acceptable de les tuer, de les consommer? Enfin, à travers toutes ces questions, l'homme redécouvre le lien singulier, intime, parfois oublié, inconscient, en tout cas avec les animaux qui l'entourent et qui sur la planète sont plus nombreux que lui. Je vous l'avais dit, le sujet est vaste, il est interpellant, il est passionnant et il est parfois très controversé. Et bien entendu, nous ne pourrons pas tout aborder en une seule soirée. Et nous ne sommes pas ici non plus pour défendre des thèses ou prendre parti, mais pour comprendre. C'est dans cet esprit d'ouverture et de compréhension que cette soirée a été préparée. Le sujet donc est passionnant et ça tombe bien, nos invités le sont aussi. Je vous présente. Il y a Victoria von Hoffmann qui est ici tout à fait au bout de la table. Et vous êtes historienne, docteur en histoire de l'USG avec une thèse sur l'histoire du goût. Vous êtes chargée de recherche au FNRS. Vous n'êtes plus? Je suis assistante à l'Université de Liège. Voilà, assistante à l'Université de Liège. Et pour le moment, c'est à Cambridge que vous poursuivez vos recherches, provisoirement, j'imagine, avant de nous revenir probablement. Peut-être. Avec vous, nous verrons pourquoi l'alimentation est aussi et ô combien une matière culturelle. Antoine Clincard, vous êtes vétérinaire, docteur en médecine vétérinaire, agrégé de l'enseignement supérieur, professeur en technologie des denrées alimentaires à l'USG. Et avec vous, eh bien, on va s'intéresser à la viande en tant qu'aliment et de son rôle, notamment pour notre santé. Marc Van Deney est ici tout à côté de moi. Vous êtes docteur en éthologie, professeur à la faculté de médecine vétérinaire à Liège, mais aussi à celle de sciences à l'UCL. Et vos travaux portent sur le comportement animal, la science du bien-être animal, de l'éthique animale, des domaines que vous appliquez aux animaux de production, de compagnie et encore à ceux que nous utilisons en recherche. Avec vous, nous nous poserons des questions fondamentales sur la relation de l'homme à l'animal, bien entendu. Donc nous allons commencer par, à chaque fois, une petite présentation par chacun de nos invités, puis après nous pourrons avoir un échange avec vos questions, les questions que vous pourrez poser à nos invités. Victoria von Hoffmann, à vous la parole. Merci. Bonsoir. Étant historienne, je vous propose de commencer notre soirée par un éclairage historique. Un éclairage historique sur deux points principaux. D'une part, notre rapport à la viande, d'autre part, notre rapport à l'animal, et en particulier à l'animal mort. Le rapport à la viande, tout d'abord. Il semble indispensable de commencer cette intervention en rappelant que pendant des siècles, la viande était avant tout un aliment d'exception, qu'on consommait très peu de viande au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Pour des raisons économiques, tout d'abord, pour des raisons de prestige social, des raisons morales, ensuite. La viande était réservée aux classes supérieures de la population. Autre élément très important à rappeler, c'est que le passé se caractérise par des périodes de famine fréquentes. Donc le régime normal de la population consiste à une consommation de céréales, avec quelques légumes et très peu de viande. Autre information utile, c'est que quand on mange de la viande, on mange une variété bien plus grande qu'aujourd'hui. On mange du hérisson, on consomme des cygnes, des paons, qu'on reconstitue sur les tables délicates. On mange aussi bien plus de parties de l'animal. L'idée d'un dégoût des abats n'a pas beaucoup de sens. On mange la tête de l'animal, on mange les yeux, les testicules, sans aucun problème. Vraiment, chaque partie de l'animal est utilisée, on ne jette pas, étant donné qu'il y a des crises de subsistance très très fréquentes. L'Église venait apporter un justificatif utile à ces périodes de privation de la viande. Parce qu'il y avait une série de fêtes jeûnées, une centaine de journées par an, pendant lesquelles on était supposé se priver de viande. C'était pour des raisons religieuses, des raisons morales. Des raisons médicales aussi. On considérait qu'en consommant de la viande, c'était un moyen utile pour réguler la sexualité. La viande était considérée comme un aliment chaud et sec. En consommant beaucoup, cela créait un afflux de chaud dans le corps qui provoquait, qui entraînait les gens vers la luxure. Donc on mangeait peu de viande pour des raisons économiques et l'Église venait apporter un justificatif utile à cette privation. En période de famine, évidemment, il n'y a pas de dégoût qui compte.
on mange tout et n'importe quoi comme animaux. On mange des rats, on mange des chats. Il n'y a vraiment plus aucune limite. Alors là, on n'a pas vraiment de choix en période de famine. Et on a des périodes de famine jusqu'au XVIIIe siècle. L'idée de végétarisme n'a toutefois aucun sens avant le XVIIIe siècle. L'Église, la religion, la théologie disaient que les animaux et les plantes avaient été mis sur terre pour servir l'homme. Donc il n'y avait pas de raison de s'en priver. Donc quand on se prive de viande, c'est soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons d'ascétisme, pour favoriser une rencontre avec Dieu, mais pas pour des raisons morales comme aujourd'hui, et certainement pas pour des raisons d'écologie. Cela viendra seulement beaucoup plus tard. Alors le rapport à la mort de l'animal maintenant. On avait un rapport plus simple à la mort dans les sociétés anciennes. Tout d'abord parce que la mort était beaucoup plus fréquente. C'était pas un tabou comme aujourd'hui. Le boucher était responsable non seulement de la viande de l'animal, mais de l'abattage de l'animal. On abattait l'animal dans les rues ou dans l'arrière-boutique du boucher. Donc c'était pas quelque chose de caché. Les classes aisées, quant à elles, avaient recours à la chasse. C'était un privilège de la noblesse. On avait vraiment un rapport plus direct avec la mort de l'animal. Et il n'y avait pas non plus de dégoût pour les abats, ça je l'ai dit. Ni pour tout ce qui rappelle la mort de l'animal, puisque une des grandes fantaisies des tables gourmettes était de proposer des pans reconstitués. Donc on aurait cuit le pan et on l'aurait ensuite recouvert de ses plumes pour le présenter à table. Donc l'idée de rappeler la mort de l'animal à table, pour cela, ça ne posait aucun problème. Justement parce qu'on avait ce rapport plus proche, plus simple avec la mort au quotidien. Alors quels sont les changements importants qui permettent de comprendre notre rapport à la viande et à l'animal et à la mort de l'animal? Comment est-ce qu'on en est venu à une société comme la nôtre où on consomme beaucoup plus de viande d'une part et puis d'autre part où la mise à mort est devenue un sujet tabou? Plusieurs changements importants méritent d'être soulignés. Bon, le premier changement, c'est la fin des grandes famines au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. On va voir se développer les pratiques d'élevage, les pratiques d'agriculture qui vont permettre finalement de prendre contrôle de l'alimentation et d'éviter justement ces périodes de graves crises de subsistance. Donc on va voir se développer des pratiques d'élevage de plus grande ampleur, qui sont le prélude à l'élevage de masse que nous connaissons aujourd'hui. Autre élément important, fondamental il me semble pour comprendre notre rapport à la viande et à l'animal, c'est qu'on va voir se dessiner progressivement entre le XVIe et le XIXe siècle une redéfinition des rapports entre l'homme et l'animal. Une redéfinition des rapports entre l'homme et la nature, entre l'homme et tout le reste de l'univers du vivant. C'est un phénomène qui a bien été mis en évidence par un chercheur anglais, Keith Thomas, dans Le Jardin de la nature. Cette idée d'anthropocentrisme exacerbé dont je parlais d'entrée de jeu tout à l'heure en disant que Dieu avait mis les animaux et les végétaux au service de l'homme, mais cette idée-là va être de plus en plus discutée, remise en cause. On va voir aussi se développer une nouvelle sensibilité à l'égard des animaux, et particulièrement des animaux domestiques. Se développer une période d'engouement pour les pets, et en particulier pour les chiens de chasse ou les animaux de compagnie. Par conséquent, vont se développer les premiers plaidoyers en faveur du bien-être animal. Un autre élément crucial aussi, c'est au XIXe siècle. On va voir se séparer les pratiques d'élevage, les pratiques de vente de viande et les pratiques d'abattage. Je vous ai dit, dans le passé, c'était le boucher qui se contentait, qui vendait la viande et qui abattait les animaux. Au XIXe siècle, on se développait les abattoirs qu'on va placer à l'extérieur des villes. Le boucher va simplement être responsable de la vente de la viande. L'abattage de l'animal se fait dans un tout autre espace, un espace caché, invisible, en dehors des villes. Et parallèlement, les sensibilités vont se transformer. On va voir apparaître un dégoût pour les abats.
Il y a des chercheurs en anthropologie tels que Noélie Vialès qui ont démontré que le dégoût à l'égard des abats était directement lié au dégoût qu'on avait pour l'idée de la mort de l'animal. Qu'une société qui est dégoûtée par l'idée de la mort de l'animal et par tout ce qui rappelle cette mort est souvent, indirectement aussi dégoûtée par les abats. On voit qu'en France, évidemment, il y a un cas un peu plus complexe, évidemment. Donc, au fur et à mesure, la bête va être transformée en viande, en substance alimentaire qui efface le souvenir de la bête morte, le souvenir dérangeant. Donc finalement, du Moyen-Âge à aujourd'hui, on a vu s'esquisser un grand mouvement de transformation des sensibilités. Transformation des sensibilités alimentaires. Voilà, on va voir qu'on va petit à petit consommer de moins en moins d'animaux. Et aussi transformation du rapport à l'animal, du rapport à la sensibilité animale. Et indirectement aussi à la mort de l'animal. Voilà, c'est ce phénomène de transformation des sensibilités qui explique qu'aujourd'hui, nous consommons beaucoup plus de viande, mais paradoxalement, nous avons effacé tout ce qui nous rappelle de manière dérangeante la mise à mort de l'animal. Parfait, merci beaucoup. On va poursuivre maintenant avec Antoine Clinquart, qui va prendre le micro et qui va nous parler, je pense, de l'aliment viande. Pour tout dire, je n'ai pas préparé vraiment une structure à mon intervention, mais bon, j'imagine que de par mon domaine de compétences, l'objectif sera évidemment de parler de la viande en tant qu'aliment. Alors, on dit souvent, on entend souvent dans les médias qu'on consomme beaucoup de viande. Bon, évidemment, tout est relatif, on peut en discuter avec Victoria, mais moi j'ai lu par ailleurs des études très sérieuses qui démontrent qu'au Paléolithique, l'homme pouvait consommer 700 à 800 grammes de viande par jour. Aujourd'hui, on en est à 120 grammes par jour et par habitant en Belgique. Et pour donner un ordre de grandeur, par rapport à la moyenne mondiale, le Belge ou l'Européen consomme le double de la consommation moyenne à l'échelle mondiale. Alors la viande qu'on consomme chez nous aujourd'hui, c'est en premier lieu du porc. La moitié de la viande qu'on consomme, c'est du porc, et cette viande, en fait, on la consomme parfois, je dis pas à l'insu de notre plein gré, mais souvent sous forme de charcuterie. Et le porc reste quand même, c'est évidemment une tradition dans nos régions, reste l'ingrédient principal des charcuteries. Ensuite, donc ça représente à peu près la moitié de la consommation de viande. Ensuite, c'est la volaille, à peu près 25%, le bœuf à peu près 25%, et puis le reste chez nous c'est assez... je dirais presque anecdotique ou insignifiant. Nous ne consommons pas beaucoup de viande, de petits ruminants, peu de gibier, et ne parlons pas des abats. C'est devenu là aussi relativement anecdotique. Alors pour situer aussi un petit peu le contexte en Belgique, des données officielles, enquête de consommation alimentaire, montrent en fait qu'il y a 1 à 2% de la consommation de la population qui ne consomme jamais de viande. Maintenant, évidemment, la non-consommation de viande, c'est quelque chose qui peut évoluer au cours de la vie, et donc certaines personnes peuvent être abstinents à certains moments et plus à d'autres, mais c'est donc pour donner là aussi un repère. Mon objectif étant de parler de l'aliment, dès qu'on parle d'aliment, je pense qu'il y a toujours évidemment des éléments à charge, des éléments à décharge. Peut-être commencer par les points tout à fait positifs. On a vu la viande, c'est évidemment un aliment très riche en nutriments. Et là aussi, on pourra en discuter par après, mais des études très sérieuses, donc réalisées par des archéo-anthropologues, tente à montrer en fait que l'homme est ce qu'il est aujourd'hui parce que il y a 1 ou 2 millions d'années, il a commencé à consommer de la viande, et que ça a été associé au développement du système nerveux, à tout aussi un comportement social, puisque la chasse, ça demande évidemment de la collaboration, l'usage de signes, de la parole et ainsi de suite. Et donc
il est clair que nous sommes aujourd'hui le fruit d'une évolution qui a duré des millions ou des centaines de milliers d'années. L'homme s'est adapté à ça, que sais-je, la dentition est adaptée à une alimentation qui est omnivore. Et donc, nous sommes des omnivores, on pourra en discuter, et c'est clair que c'est un élément important. Alors, la viande, elle est très riche en nutriments. Pour donner un ordre de grandeur là aussi, quand on consomme 100 grammes de viande cuite, ce qui est à peu près la consommation du Belge moyen quotidiennement, on couvre la moitié de nos besoins en protéines, une protéine d'excellente qualité, et donc c'est clair que c'est un élément très important. Maintenant, la viande, ça apporte d'autres nutriments, ça apporte des lipides, ça apporte des minéraux, ça apporte de la vitamine, et la vitamine, pour n'en citer qu'une, B12, 100 grammes de viande, ça couvre 2/3 de nos besoins. Donc elle a très clairement une place dans notre alimentation. Ça, c'est ce qu'on entend d'un côté, et puis d'un autre côté, on met aussi aujourd'hui en relation la consommation de viande et la santé. On en entend d'ailleurs souvent parler dans les médias, et je pense qu'aujourd'hui, le consommateur a une préoccupation santé très forte, qui n'a fait que s'accentuer au fil du temps. Alors quand on parle de relation entre la consommation de viande et santé, on peut parler de toutes sortes de maladies cardiovasculaires, bref, des maladies métaboliques. Et là, je crois qu'il faut prendre du recul par rapport à ce qu'on entend. Et en fait, la viande n'est jamais, disons, en relation directe avec ce type de pathologie. C'est plutôt le style de vie, l'alimentation dans sa globalité qui pose problème, les excès. Mais donc, il n'y a pas un élément chimique ou un nutriment de la viande qui est en cause. Par contre, il y a quelques mois, on a beaucoup parlé dans les médias de la relation entre la consommation de viande et l'incidence de certains cancers, et en particulier le cancer colorectal. Et là, aujourd'hui, on se pose un peu plus de questions à ce sujet-là, parce que, pour le moment, ce sont des hypothèses, mais la viande a été déclarée comme probablement cancérigène, les charcuteries ont été déclarées comme cancérigènes. Les éléments à l'origine de tout ça ne sont pas encore réellement identifiés. C'est beaucoup d'hypothèses, c'est basé sur des études épidémiologiques à très grande échelle, donc c'est pas toujours très très fin comme interprétation. Mais bon, ça pose question, et ça évidemment ça, je dirais, perturbe ou ça interroge le consommateur. Maintenant, évidemment, ce risque, il faut le relativiser, pour parler quand même et utiliser l'un ou l'autre terme scientifique. Quand on parle de relation entre la consommation de charcuterie et le cancer colorectal, on exprime ça sous forme d'un risque relatif, et on va dire le risque relatif, il est de environ 1,1, 1,2. Donc ça veut dire que par rapport à quelqu'un qui ne consommerait pas du tout de viande, le risque est de 1,1 par rapport à cette personne, donc quand on en consomme. C'est en tout cas évidemment très très éloigné de ce qu'on peut observer avec d'autres cancérigènes beaucoup mieux connus, le tabac, l'alcool, où là le risque relatif il est de 10 ou 20, donc 10 ou 20 fois plus de probabilité ou de chance de développer un cancer. Donc vous voyez, la viande aujourd'hui soulève toute une série de débats de société. Moi je le vois évidemment au travers de l'aliment, c'est mon job quotidien, qualité, sécurité des aliments. Je terminerai peut-être par là. Le consommateur a souvent peur de la viande, aussi sur le plan sanitaire. Ça aussi, évidemment, on peut en discuter au cours du débat. On entend parler de tas de choses, utilisation d'antibiotiques, d'aliments particuliers, etc. C'est là aussi une préoccupation, mais inutile de dire qu'aujourd'hui, évidemment, tout ça est à la fois évalué et contrôlé mieux que jamais. Il est clair que si on fait un petit retour en arrière, et je terminerai par là, il y a 200 ou 300 ans, il n'y avait pas de système d'inspection des denrées alimentaires, et donc le consommateur, il était un peu livré à lui-même en termes de contrôle de la qualité.
Et donc il était fort attaché à ce que l'animal arrive vivant jusqu'à l'endroit de mise à mort, et c'était quelque part son critère d'évaluation de la qualité. Aujourd'hui, le consommateur a perdu ce lien direct avec l'animal sur pied, et donc il ne peut évidemment que faire confiance à ceux dont c'est le métier, et par exemple les autorités chargées du contrôle. Voilà, je ne la fais pas plus longue, je n'ai pas contrôlé le temps, mais je passe la parole. Et on est juste bon. On va passer maintenant à Marc Van Den Eede, qui va certainement nous parler aussi des rituels d'abattage aussi. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Voilà, bonsoir tout le monde. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire. Merci d'être venus si nombreux. Ça me fait bien plaisir pour discuter de ce sujet très intéressant. Alors j'avais envie de vous dire bon appétit. Mais je vois que tout le monde a ou quasiment fini de manger. Alors je vous dis bonne digestion. Bonne digestion de ce que vous avez mangé ce soir. Et qu'est-ce que vous avez mangé ce soir? Je n'en sais rien. Vous le savez. Moi, je sais ce que j'ai mangé ce soir. J'ai mangé un très bon plat d'abats. On ne mange plus d'abats, mais ici, ils ont par exemple une salade de gésier qui est très très bonne. Qu'est-ce que j'ai mangé dans cette salade de gésier? J'ai mangé de la viande, c'est du gésier, c'est de la viande. J'ai mangé de la salade. J'ai mangé du sel et d'autres condiments. Donc là-dedans, je dirais que j'ai mangé des objets inanimés, entre guillemets, du sel. J'ai mangé donc des êtres vivants, qui étaient vivants du moins, qui ne le sont plus, mais qui étaient vivants. Des plantes comme la salade par exemple, et j'ai mangé du gésier qui vient d'un animal, effectivement. Alors, moi, ce que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est quelques éléments de réflexion éthique. Alors l'éthique, c'est un mot à la mode. Qu'est-ce que ça veut dire, l'éthique? L'éthique, c'est pas un code de morale, hein. Rassurez-vous, je suis pas ici pour vous faire la morale, c'est pas du tout mon style. Par contre, l'éthique, c'est une réflexion. C'est un acte de réflexion en profondeur sur, notamment, notre responsabilité par rapport à l'utilisation de l'animal. Et bien sûr, consommer de la viande, c'est utiliser un animal jusqu'à le mettre à mort pour consommer sa chair. Et comme on l'a dit à plusieurs reprises, cette vérité-là, ça paraît peut-être pour vous comme une évidence, mais c'est une évidence, je pense, qu'on a un petit peu cachée et que beaucoup d'entre nous n'osent peut-être pas rappeler ou se rappeler. Est-ce que quand vous consommez un morceau de viande, vous pensez à l'animal qui a donné son corps, sa vie, pour cela? Est-ce que vous le remerciez quelque part dans votre tête ou par un rituel que vous avez inventé? Je crois pouvoir dire que ça existe assez peu dans notre société. Alors on pourrait remercier la plante aussi, pourquoi pas, hein, cette salade qui nous a donné sa vie pour nous permettre, nous, de vivre aussi, qui est morte pour nous. Et donc, tout est une question aussi de limite. Qu'est-ce que c'est qu'un animal? Qu'est-ce que c'est qu'une plante? Qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle un être, ou un objet plutôt, inanimé? Inanimé, sans âme. L'animal, dans le mot animal, il y a le mot anima. L'anima, c'est l'âme. Mais vous me direz, les animaux n'ont pas d'âme. Ça fait longtemps qu'on me raconte ça. Seul l'homme a une âme. Alors, que dit la science par rapport à cela? La science ne se mêle pas de l'âme, peut-être pas encore, mais elle commence à se mêler de l'esprit. Et sachez que la différence entre le corps et l'esprit est une vision qui devient de moins en moins scientifique. Je suis médecin vétérinaire, il y en a d'autres dans la salle, je le sais. Il y a peut-être des médecins ou d'autres personnes qui s'occupent de santé, et peut-être même de santé mentale d'ailleurs, chez l'homme. Eh bien, sachez que chez l'animal, on commence aussi à s'occuper de santé mentale. On ne commence pas encore à s'occuper de santé mentale chez les plantes. Et je ne suis pas un spécialiste des plantes. Mais certains autres spécialistes pourront vous dire que les plantes commencent à être démontrées comme étant aussi des êtres sensibles quelque part.
Et donc se posent toutes ces questions par rapport à cette consommation. Le fait que l'homme mange pour vivre. Certains parfois un peu l'inverse, mais enfin c'est un autre débat, mais il faut manger pour vivre. Nous sommes des animaux, certes un peu particuliers, mais nous sommes classés dans ce grand groupe de ce qu'on appelle en biologie des hétérotrophes, c'est-à-dire des êtres qui se nourrissent de l'autre. On nous parle d'êtres humains qui sont capables peut-être d'être dans un état d'éveil, j'en ai jamais rencontré, et qui peuvent se nourrir de soleil et d'eau. À part les plantes, je n'en connais pas. Si vous en connaissez un, j'aimerais bien le rencontrer. Mais jusqu'à présent, j'ai beau essayer, je dois encore me nourrir d'un autre. Et cet autre, c'est un être vivant. Un être vivant qu'il faut tuer. Parfois, même souvent. Ne croyez pas qu'il s'agit uniquement de la viande qui amène la mise à mort de l'animal. Le lait, les œufs et d'autres produits que vous portez peut-être sur vous, au niveau de vos chaussures, par exemple en cuir, ont nécessité également, indirectement ou directement, la mort d'animaux. Donc, quelle est la limite? Où se trouvent mes responsabilités par rapport à ça? Est-ce qu'en tant que consommateur, j'ai une responsabilité dans cet acte de choix et de consommation? Certains vous diront, bien sûr. Certains ont même choisi d'être radicaux dans leur choix de consommation et se sont orientés vers un mode de vie végétarien, végétalien, voire véganien. Et on pourra en parler, bien sûr, éclaircir un peu ce genre de concept pour différentes raisons. Donc, cette réflexion-là, je pense qu'elle est extrêmement importante pour tout un chacun, puisque jusqu'à preuve du contraire, nous sommes toujours des êtres hétérotrophes, avec un corps qu'il faut nourrir, mais avec un esprit qui est capable de se poser un certain nombre de questions, et notamment des questions de responsabilité. Sachez notamment que la science nous démontre, depuis assez peu de temps quand même, qu'au départ de la conception de l'animal-objet cher à Descartes, et donc à notre Europe occidentale, cet animal est devenu un être sensible. Il n'est plus uniquement vivant, il n'est plus du tout objet, mais il est aussi sensible. Sensible au sens anglais du terme, sentient. Sentient being, c'est pas seulement avoir simplement une sensibilité sensorielle, voir, entendre, ça, je pense que vous pouvez l'accepter. Mais en termes d'émotions, les animaux ont des émotions. C'est une vérité scientifique. Alors, on parle d'émotions de base, bien sûr, on pourra en rediscuter si vous voulez, mais les animaux qu'on consomme ont des émotions. On se préoccupe donc, au niveau de la médecine vétérinaire, de leur santé mentale également. C'est une nouveauté, mais ça arrive. Et donc à partir de là vient la notion de bien-être animal. Cette notion-là qui complète la notion de la santé physique et qui nous permet donc de nous poser des questions sur leur motivation, leurs besoins et est-ce qu'ils ont encore une vie qui mérite d'être vécue. En voilà des questions, vous allez me dire, hein, et peu de réponses. Eh bien oui, on est là pour en réfléchir ensemble. Je n'ai pas toutes les réponses à ces questions-là. Je rajouterai peut-être encore une petite couche. Non seulement on va consommer des êtres vivants, on va consommer des êtres sensibles, définis comme tels par des textes de loi à l'heure actuelle en Europe. Hein, le traité de Lisbonne, par exemple, définit l'animal comme un être sensible. Mais aussi, la science nous dit, l'animal est un être conscient. Et là, évidemment, c'est encore une couche supplémentaire. Ça, on ne l'avait pas prévu. Non seulement le v'là vivant, non seulement le v'là sensible, mais le v'là en plus conscient. On pourra parler, évoquer les niveaux de conscience et qu'est-ce que ça implique de nouveau en termes d'intérêt, comme disent les philosophes, pour un animal. Quel est l'intérêt d'une vache, d'un porc, d'une poule? Quelle est la finitude de ce cochon? Quelle est sa porcitude? Quelle est sa poulitude pour cette poule, comme on dit maintenant en rigolant un petit peu? Mais ça pose des questions évidemment fondamentales. Alors évidemment, on peut refuser, on peut dire, moi, à partir du moment où je sais ça,
je ne souhaite plus qu'un animal meure pour me nourrir. On peut aussi voir les choses autrement en disant, je suis conscient de cela et je fais tout ce qu'il faut pour que sa vie mérite d'être vécue. Merci.